J'accueille en tout cas sur scène Maïté. Oui. Quelle étrange situation. Ben oui, quand le dessin de Laurent m'est apparu, celui que vous avez tous eu sur vos programmes, moi j'ai pris au pied de la lettre les termes de la bulle. Quand quelqu'un dit les jeunes, t'es sûr que c'est un vieux. Oui, eh ben oui. J'avoue, je me suis arrêtée à ces quelques mots. Je crois bien qu'à ce moment-là, je n'avais pas du tout les bonnes lunettes. Et puis là, j'ai vraiment tout fait faux. Hein. Parce que je croyais sincèrement que je devais m'adresser à un public de seniors. Bon, là, j'en repère à peine quelques-uns. Certes, vous semblez encore actifs, moi aussi au demeurant. Mais je ne m'attendais pas en fait à me retrouver face à une assemblée qui semble intéressée, intriguée par les questions de jeunesse. Et j'ai bien cru comprendre, Mathieu l'a dit ce matin, que vous étiez convaincu de la cause des jeunes et que vous en étiez des fervents défenseurs. Sincèrement, là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Hein. Parce que quand quelqu'un dit les jeunes, t'es sûr que c'est un vieux? Oui, d'accord, mais de quel jeune parle-t-on? De Rachid, de Youssef, de Victor, de François, qui ont installé le supermarché de la drogue dans un des halls d'immeubles de nos quartiers populaires? Est-ce qu'on parle de Antoine et son copain qui ont tabassé une fille dans la cour du collège car ils jugeaient qu'elle portait une tenue de pute? Est-ce qu'on parle de Philippe, de Rachid, parce que pour un regard, ils sortent un cran d'arrêt? Est-ce qu'on parle de celui qui a fond les barzingues, slalom entre scooter et trottinette? Est-ce qu'on parle de celui qui souffre de violences intrafamiliales? Est-ce qu'on parle de Zoubida et de sa copine Isabelle, qui ne peuvent s'offrir aucun loisir? Est-ce qu'on parle de Clément et de Inès qui vivent seuls avec un papa ou une maman? Est-ce qu'on parle de celui ou celle qui aurait honte de vivre car porteur d'une différence? Franchement, quel vieux pourrait parler comme ça de ces jeunes? Vous? Non. Moi? Les autres? Et celles et ceux à qui la société a tatoué l'un de ses codes barres ont une réputation collée à leur basket, celle d'être totalement irrécupérable et d'autre part celle d'enquiquiner la terre entière. Régulièrement, j'entends dans la bouche des habitants, des profs, des parents, des professionnels de la jeunesse, du soin, de la santé, de la police, de la justice et du social. Et qu'est-ce que j'entends? Oh pétard! Les voilà qui tiennent encore les murs. Non mais Maïté, ils ont encore pissé dans mon immeuble aujourd'hui. Il ferait mieux de retrouver du boulot. D'ailleurs, c'est de la folie là, mais leurs parents ne vivent que des aides sociales. Non, puis, franchement, ils sont infichus de s'inscrire à la mission locale ou à Pôle emploi. Et puis, ils ont des grosses bagnoles. Ils disent qu'ils n'ont pas un sou en poche. Non mais franchement, hein, Maïté, ils n'ont qu'à retourner chez eux. Ah ouais, mais chez eux, c'est ici. Ils sont nés là, parfois ailleurs. Pour certains de ces enfants et de ces jeunes, leurs parents ont été trimballés, malmenés, brutalisés, fracassés. Mon père a quitté l'Italie à l'âge de 19 ans. Il a quitté son village natal. Il n'a pas fui un pays en guerre, à la démocratie vacillante, voire inexistante. Il a fui une région économiquement pauvre. Il rêvait d'une autre vie, d'un autre monde. Je suis née dans un quartier populaire de Strasbourg. La Cruteno où j'ai grandi n'avait pas la réputation d'aujourd'hui. On n'était ni des bobos et on ne mangeait pas du quinoa. Clin d'œil à Benjamin. C'était un bout de ville aux immeubles sombres,
sans les commodités des temps modernes, un quartier aux casernes désaffectées, un quartier de pauvres, d'ouvriers, d'étrangers, un quartier soi-disant malfamé. Un quartier aux codes-barres bien ancré dans l'imaginaire de nombreux Strasbourgeois, bourgeois, bien pensants des années 60-70. Un quartier où, paraît-il, il ne fallait pas venir tout seul, et encore moins s'y aventurer nuitamment. J'ai souvent été traitée de sale spaghetti. Certaines familles ont empêché leurs enfants de jouer avec moi. Ma mère aussi a subi les colibés de ceux qui ne pouvaient admettre qu'une femme soit amoureuse d'un rital. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 7-8 ans, et les plus féroces ont murmuré « Oula, mais comment elle va s'en sortir, la Marlise, avec ses 2 gosses? Non, mais c'est sûr que les 2 frangines vont mal finir. » Et voilà qu'un nouveau code-barre était accroché à nos anoraks. Il s'inscrivait dans une drôle de logique. Enfant né de pères étrangers, habitant dans un quartier défavorisé, éduqué seul par une mère, était forcément, entre guillemets, pensé comme étant incapable de s'insérer scolairement d'abord, puis socialement, culturellement, économiquement. Est-ce à ce moment-là que j'ai senti, que j'ai cru que le regard porté par les voisinages sur ma famille ne me convenait pas, que le modèle qui m'environnait, oula, des hommes ultra machistes, des femmes et des enfants peu écoutés. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'ai vivrais différemment. Je ne saurais pas vous l'affirmer. Par contre, ce que je peux affirmer haut et fort, c'est que l'amour d'une grand-mère, d'une mère, d'une sœur, d'une famille aimante m'ont permis de me façonner. Des lectures aussi, ça là va vous sembler peut-être curieux, mais les plus anciens sauront de quoi je parle. Le Club des 5, le Clan des 7, Claudine, enfin elle faisait appeler Claude la fille, un vrai garçon manqué. J'adorais cette nana, intrépide, rebelle. Et puis ces mômes là, il me semblait ne pas avoir de parents. Ils vivaient des aventures incroyables, on résolvait faisaient des trucs fous. Figurez-vous que ces lectures m'ont laissé entrevoir des possibles. Et puis alors il y a autre chose. Ma fréquentation assidue des Jeannettes. Vous savez tout ce que c'est les Jeannettes? Non, c'est le scoutisme des cathos. Voilà, je le fais court. La fréquentation des Jeannettes, l'apprentissage du collectif, faire avec, mais faire pour les autres. La fierté à conduire une équipe en tant que saisonnière, à être reconnue dans l'expression et la prise en compte d'une parole, d'un sentiment, d'une émotion, ont certainement aiguillé mes choix professionnels. Enfin, je crois, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Puis il y a eu des rencontres, des profs, des animateurs férus d'éducation populaire, ouais, mais des adultes charitables aussi. Il y a eu des lectures, Neil, Makarenko, plus tard Freinet, Montessori, Marie-Josée Chambard-Delot, Geneviève Poujol, Bourdieu. Eh bien, tous ces gens m'ont permis de croire que quand quelqu'un parle des jeunes, ouais, ça peut être un vieux, mais un vieux chercheur progressiste, un optimiste discret, une défenseur des droits de l'enfant, un vieux, une vieille, à l'utopie chevillée au corps. Quelques années de ma vie professionnelle et militante ont été pour partie consacrées à défendre la place de l'enfant et du jeune, à défendre l'idée que sa parole avait autant de valeur que celle d'un adulte, à défendre l'idée qu'une rue, une placette, un espace de jeu, des bouts de ville pouvaient avoir des contours différents si leurs plus jeunes citoyennes et citoyens y étaient associés. Dans les années 80, nous étions quelques-uns à croire que le regard porté sur la jeunesse pouvait passer du gris aux couleurs de l'arc-en-ciel, à croire que la participation des enfants et des jeunes était possible. Non, mais attendez, pas une participation en façade, à une participation empreinte de respect et de partage. Partage des informations, des connaissances, des savoirs,
des pouvoirs. Partage de regards non pas sur une jeunesse, mais sur des jeunesses. Nous étions convaincus de pouvoir colorer le certain en créant des espaces de dialogue entre jeunes, enfants et élus. Ces espaces permettent l'émancipation, c'est l'indispensable à la compréhension des mondes, à la faculté d'agir. Ces espaces contribuent à attendrir les représentations portées sur les jeunesses, pour que nos représentations soient un peu différentes. Peut-être faudrait-il que vous, moi, les autres et les jeunes eux-mêmes, peut-être faudrait-il que nous admettions avec simplicité que les regards n'épuisent pas le réel.